subsidiarité. Le principe de subsidiarité dit que rien ne peut être fait. Un projet, un train rapide, si une localité, une petite localité par laquelle devrait passer ce train-là, n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de l'intérêt national, on tient d'abord compte, enfin on ne tient pas compte, on tient toujours compte de l'intérêt national, mais l'intérêt particulier de la localité pourrait, dans certaines conditions, passer avant l'intérêt national. Et ceci, l'intérêt qui est parce qu'il y a un intérêt de plus en plus accordé donc, au local. Le local, c'est une catégorie qui donc, revient avec toutes ses significations. Et la plus importante, c'est que le national a ses raisons, le régional aussi, mais le local est d'abord l'élément essentiel de quoi est composé le régional et le national. Le national, c'est l'ensemble des localités ainsi que les régions. Et si on veut donc partir dans une démarche, disons, d'ascension, c'est-à-dire partir du bas vers le haut, le local devient l'élément déterminant. Et à partir de ce moment-là, ce principe de subsidiarité est en train d'être discuté sérieusement en Europe pour dire qu'une petite localité comportant 500 habitants pourrait donc arrêter, pourrait donc faire cesser les travaux d'un grand projet des travaux publics et dans lequel l'État y ses sous, des multinationales. Et ceci est important. Le fait que ce principe de subsidiarité est discuté montre donc l'importance du local. Je suis sensible personnellement à cette question du local. J'ai été directeur d'une unité de recherche qui s'appelle Développement local, approche comparée, et nous avons essayé de faire des études pour montrer comment l'élément local est déterminant pour déterminer même le régime politique, pour même dire à quel régime politique nous appartenons. On a toujours fait l'éloge de la République, et je crois que si on fait intervenir l'élément du local, on aboutirait certainement à réviser même le régime républicain vers l'amélioration, je ne dis pas vers l'annulation, vers donc l'amélioration. Ceci est important. C'est presque à critiquer un certain nombre de concepts, et je crois que si on revient à des textes, il y a certaines confirmations. Quand on lit Bourdieu, il a toujours critiqué l'idée de délégation. Pourquoi dois-je déléguer mon pouvoir personnel, le pouvoir d'une localité, à un ensemble d'individus qui s'appelle conseil municipal, pour qu'ils décident, souvent en l'absence de ma volonté, et cette décision, souvent, est prise parfois contre ma volonté. On sait comment fonctionnent les systèmes donc, des assemblées, y compris les assemblées municipales. Il y a certainement des lois. Les lois, les citoyens cherchent à contrôler par ces lois. Il y a 2 fois par an, il faut aller assister au registre de la vie et on peut intervenir et donner son avis. Mais le fait est que, généralement, le citoyen est tellement, il a été tellement berné qu'il n'accorde plus de l'importance à ces instances-là. Cet élément est important pour dire que dans nos municipalités, ce problème est actuellement des plus importants. J'ai fait l'évaluation de la municipalité de Sfax en mars-avril 2013, l'année dernière, et l'étude portait sur la relation entre le citoyen sfaxien et la municipalité sous l'angle de la gouvernance, de ce qu'on appelle la gouvernance. Même si c'est un concept qui a été apporté, souvent parachuté par les organismes internationaux, ce concept permet quand même de saisir un certain nombre d'éléments que peut-être le terme de démocratie ne couvre pas. Le terme de démocratie, on sait, c'est la volonté populaire, mais bon, il n'y a toute une panacée là-dessus, on l'a lu, on sait ce que c'est, bon, on ne va pas répéter, c'est pas maintenant que l'on va parler de la démocratie, même si dans d'autres conditions, dans d'autres contextes, on devrait peut-être en parler. Il y a ceux qui sont en deçà de cela, à qui on devrait peut-être donc rappeler qu'il y a un terme qui s'appelle démocratie. Mais je crois que l'assistance ici nous permet de dépasser
ce contexte-là et d'aborder un contexte dans lequel on pourrait aussi critiquer ce qu'on appelle la démocratie, surtout la démocratie représentative, c'est-à-dire fondée sur le principe de la délégation. Et même si par la suite en Europe on a essayé de dépasser cette démocratie participative vers une démocratie participative, même cela n'a pas résolu donc, le problème. Il y a eu des essais à la municipalité, à la mairie de Bobigny, à Paris, et les essais n'ont pas abouti. On a essayé d'introduire la participation, surtout la participation des immigrés, des populations immigrées, dans la gestion des affaires municipales, et évidemment, le bilan a été globalement, comme on disait dans le temps, négatif. Alors, d'autres critiques ont été avancées sur un certain nombre de proportions. Le peuple, de plus en plus aujourd'hui, on dit que même le terme peuple ne veut plus rien dire, parce que avec le peuple, nous avons eu, par exemple, ici, des gouvernements qui ne nous représentent pas, qui ne représentent pas, disons, la personnalité tunisienne, si on peut parler de personnalité tunisienne, le parcours historique que nous avons eu dans ces 2 derniers siècles, plein de réformes, plein de changements importants, plein de, disons, d'idées de long progrès, et ceux qui nous ont gouvernés durant 2 ans ne représentent pas cette tendance historique. Donc, les élections aussi, on peut les critiquer, même si c'est un thème donc précieux, et les urnes, c'est le fondement de la légitimité, mais il y a certains aussi qui critiquent ces notions-là, disant que la légitimité, ce n'est pas nécessairement le peuple à l'instant T. À l'instant T, le peuple peut être dévoté par la propagande. Il peut être donc, le peuple, c'est une donnée historique, ce n'est pas une donnée absolue. À partir de ce moment-là, quand on dit que ce n'est pas une donnée absolue, le peuple peut aussi se déployer et à partir de ce moment-là, revenir toujours au peuple. Le peuple veut, le peuple youri, le chien youri. Bon, à des moments précis de l'histoire, c'est important, à des moments révolutionnaires, mais si on prend ce terme-là pour étant l'économie éternelle, la sempiternelle, donc, formule le peuple veut, c'est pas toujours évident qu'avec cela, on puisse construire une société que l'on veut donc, tous. Et je lâche le morceau, ce que nous voulons, c'est une société ouverte, où il y a des éléments de démocratie, certainement, où il y a des éléments de représentativité, certainement, où il y a des éléments de participation, pourquoi pas, où il y a un minimum de délégation, c'est aussi donc nécessaire. Et ce qu'on veut d'abord, c'est une société qui marche, c'est-à-dire ouverte sur l'avenir. Le terme n'est pas le mien, le terme c'est de Popper. Popper a proposé à ce que nos sociétés soient des sociétés ouvertes vers l'avenir. Et ne peut être ouverte qu'une société qui, évidemment, fonctionne avec des principes, avec une éthique. Mais pas seulement avec une éthique, mais aussi avec une efficacité, c'est-à-dire la nécessité d'installer une économie, de raisonner aussi en termes quantitatifs, la croissance est nécessaire, le développement, c'est aussi la croissance économique, c'est le PIB, mais c'est aussi un équilibre. Il ne suffit pas que je sois riche pour que je sois développé. J'utilise le terme développé ici dans son sens locatif, parce que nous n'oublions pas que le terme développement a aussi un sens péjoratif. Il y a eu beaucoup de critiques sur le terme développement, et on l'a considéré même comme une idéologie. Depuis les années 60, on rabâche avec cette idée de développement, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les indépendances nationales, développement par-ci, développement par-là, à un point tel que certains se parlent aujourd'hui de plus en plus. Il y a beaucoup de chercheurs, surtout suisses, Albert Ritz, je peux le citer, a écrit et a démontré que le développement, c'est une idéologie. On dit que c'est une stratégie politique, on dit que c'est une stratégie pour faire évoluer une société. C'est aussi une idéologie, et on peut donc critiquer l'approche développement, mais je ne l'ai pas utilisé dans ce sens-là, je l'ai utilisé dans son sens locatif, dans le sens d'équilibre qualitatif entre les citoyens. Dans le travail que j'ai fait sur la municipalité de Sfax, nous avons dû aborder un certain nombre d'éléments, et le terme essentiel avec lequel je vais terminer, pour ne pas tout allonger l'intervention, et après on vous donnera la parole, le terme avec lequel je voudrais terminer, c'est le terme de redevabilité sociale. C'est un terme qui nous est venu des pays anglo-saxons, social accountability, et qui veut dire que, M. Païs va m'écouter,
est censé ignorer la loi. Avec le nouveau concept de redevabilité sociale, ce n'est pas seulement le citoyen qui est responsable de son niveau de conscience, de son action à faire, d'interpeller la municipalité s'il le faut, mais c'est aussi la municipalité et toutes les autres autorités des instances comprises qui sont redevables devant lui parce qu'il les a élus, et s'il les a élus, c'est pour qu'il s'occupe de ses affaires. Et donc, à partir de ce moment-là, si lui n'est pas conscient, c'est la municipalité qui est redevable de l'inconscience du citoyen. C'est un terme nouveau qui a été ébauché il y a 5 ans dans les pays anglo-saxons, le Canada en particulier, et il y a des chercheurs qui essaient de creuser dans ce sens-là. C'est ainsi que nous sommes allés à la municipalité de Sfax, armés par ce concept-là. On croit à la municipalité, le comité qui a été élu, mais aussi le comité qui n'a pas été élu avant lui. N'oublions pas que le premier acte citoyen en Tunisie au niveau des municipalités a été fait où? À Sfax. Comment? Quand il y a eu donc, le 14 janvier, on rentre dans les détails, l'évolution, quand il y a eu le 14 janvier, il y a eu un nombre important d'intellectuels sfaxiens appartenant à la Ligue tunisienne de l'homme, appartenant à des associations, appartenant aux femmes démocrates, aux associés, et ils sont allés au gouverneur. Lui-même était dans une situation incertaine, il ne sait pas qui il va représenter. La société est en bouillonnement, et ils lui ont présenté une liste de personnes qui pourraient se charger des affaires municipales du moment qu'ils ont vu que la municipalité qui existait avant s'est démunie et a démissionné. Et c'est ainsi que petit à petit, ils ont été reconnus non seulement par le gouverneur, mais aussi par la population de la ville, et ils ont occupé des locaux, et ils ont commencé à gérer les affaires de la cité depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, date des élections, qui nous ont donné la date au pouvoir avec donc les deux alliés, ces deux alliés. C'est donc le premier acte citoyen a été fait, et il a été fait par des intellectuels tunisiens à Sfax, et ils ont gouverné avec peu de moyens. Et ils ont essayé d'installer un certain nombre de principes de base, et c'est à nous de revenir à ces pratiques-là, même si peut-être pas beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. J'ai essayé de faire quelque chose, l'étude ne va pas sortir, sauf après donc 2 ans, parce qu'elle est faite dans un cadre d'organismes internationaux, en accord avec le gouvernement tunisien à ce moment-là, mais il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que la société sfaxienne, si on peut s'exprimer ainsi, je ne suis pas sfaxienne, je ne fais pas de trucs sfax, mais je dis la réalité, et ont donc créé une dynamique municipale nouvelle, et ce n'est que les urnes, c'est pour cela que je le dis, les urnes, qui sont venus, on sait ce que c'est, ceux d'octobre 2011, qui ont fait des manipulations liées à comment le ministère a traité les textes de la délégation spéciale, de la première et de la deuxième, et a interprété à sa façon pour déloger ceux qui représentaient le mouvement social sfaxien et installer ceux qui sont sortis des urnes. Là, quand on va discuter peut-être les urnes et le mouvement social, lequel donne plus de légitimité, pour cet exemple particulier, je dirais facilement et volontiers, le mouvement social donne plus de légitimité que les urnes, surtout quand